Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal de news cette semaine-ci, en réalité par rapport à la semaine dernière était un petit peu plus light, mais là on a eu Xbox qui va changer de CEO, c'est plutôt massif. On a Apple qui continue d'avancer vers un MacBook moins cher, donc ça aussi c'est plutôt intéressant vu que les MacBooks depuis les puces M1 sont vraiment très bons à ce qu'ils font. Donc, une version moins chère sera encore mieux. On a aussi TeamSpeak qui devient hyper populaire en ce moment pour je ne sais quelle raison. Asus et Acer qui sont bannis de vendre des ordinateurs portables en Allemagne et même maintenant qui ont mis hors ligne leur site de support, ce qui est plutôt massif. Et puis d'autres news en tout genre. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Aussi, je rappelle qu'évidemment, le podcast est disponible. Enfin, le podcast. Il est disponible, cet épisode, sous forme de podcast sur Spotify. Et maintenant, il est aussi sur Apple Podcast, Amazon Music et même Deezer, pour ceux qui sont sur Deezer. Et il me semble que Deezer est plutôt populaire en réalité. Et du coup, vous aurez des liens dans la description vers les 4 plateformes. Mais dans les futurs Texama Show, je ne peux pas avoir autant de liens à chaque fois dans la description. Donc, à mon avis, je ferai des QR codes qui apparaîtront à l'écran dans le futur. Mais pour cet épisode-ci, en tout cas, vous avez des liens dans la description si vous voulez aller vous abonner au podcast. Parce que sur les autres plateformes, c'est pur audio, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a que sur Spotify où vous avez aussi la vidéo. Et du coup, c'est le même format, hein, ça reste le Texama Show. Donc si vous voulez l'écouter depuis ces plateformes, n'hésitez pas. Aussi, techniquement, j'utilise le truc de Spotify qu'ils ont racheté, qui était un truc pour uploader des podcasts un peu partout. Donc c'est fort possible que j'upload sur Spotify, puis après, normalement, c'est partagé sur les autres plateformes. Donc il y a peut-être un petit délai entre le partage vers les autres plateformes. Donc c'est peut-être possible que à la sortie exacte de cet épisode, ce ne soit pas encore tout à fait répercuté sur les autres plateformes, mais ça devra arriver. En tout cas, les autres épisodes sont déjà visibles, donc je suppose que cet épisode-ci devrait être visible assez vite. Mais voilà, vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles si vous aimez bien le Texama Show. Et du coup, sans plus tarder, commençons justement avec ce Texama Show. On commence avec la première news au niveau du fait que Xbox va changer de CEO. Donc Phil Spencer, qui était le CEO évidemment de Xbox, en tout cas la division gaming de Microsoft, qui s'appelle du coup Xbox, va tout simplement prendre sa retraite. Donc il était CEO, si je me souviens bien, depuis 2014. Et du coup, il a décidé de prendre sa retraite. Il va être remplacé par tout simplement Asha Sharma. Il y a aussi une autre personne qui va quitter, apparemment c'est Sarah Bond, que je ne connaissais pas personnellement, donc voilà. Mais du coup, le plus important à chaque fois que je regarde personnellement, quand vous avez une nouvelle personne qui arrive à la tête d'une entreprise aussi importante, surtout au niveau gaming, hein, Xbox c'est massif, eh bien c'est tout simplement regarder leur CV, qu'est-ce qu'ils ont accompli ces derniers temps. Et comme vous pouvez voir, donc ça c'est la page LinkedIn de Asha Sharma, et c'est pas le meilleur. Alors elle travaillait chez Meta pendant 4 ans, de 2017 à 2021, ok. Ensuite, elle était CEO de Instacart, que je ne connais pas du tout. Elle était board member, donc c'est-à-dire qu'elle était sur le conseil de direction de Coupang. OK. Ensuite, elle était au conseil de direction de Home Depot. C'est un truc de bricolage aux États-Unis, si vous ne savez pas. C'est pas une mauvaise entreprise, Home Depot, honnêtement, mais drôle d'expérience pour quelqu'un qui devient tête de littéralement l'une des plus grosses entreprises au niveau gaming au monde. Et juste avant, du coup, elle a commencé chez Microsoft en 2024, avant de devenir du coup la CEO de Xbox. Et ce qu'elle faisait, c'était qu'elle était présidente Korea Product. Alors, le problème déjà, bon, évidemment, tout le monde n'est pas forcément fan d'IA, mais le truc, c'est que vous avez certaines entreprises qui, selon moi, gèrent bien les IA, et puis vous en avez d'autres qui sont un peu plus bancales. Je pense que Google, ça va encore. C'est pas exceptionnel des fois ce qu'ils font, mais ils ont sorti des trucs au niveau IA qui marchent plutôt bien et que les gens aiment utiliser. Et puis vous avez Microsoft. Microsoft, je pense, c'est l'une des entreprises qui a le plus mal géré l'intégration d'IA. Ils ont rajouté des IA à peu près n'importe où sans aucune logique, des fois même dans Notepad ou Paint ou ce genre de choses. Et du coup, des fois, l'intégration était juste totalement bancale. On a aussi tous les controverses de, évidemment, Recall, avec le fait qu'ils espionnaient tout ce qu'on faisait pour pouvoir nous aider, soi-disant. Et puis, juste le fait que, oui, selon moi, ils ont mal géré l'intégration des IA. Et ils ont rajouté tellement de trucs d'IA dans Windows 11 que Windows 11 est juste devenu hyper lourd et surtout assez mauvais au niveau d'utilisation des ressources. Et pour quelque chose que la plupart des gens n'utilisent même pas, c'est ça le pire. Donc, quand vous voyez ça comme expérience passée pour quelqu'un qui va gérer Xbox, ça fait un petit peu peur. Totalement peur. Maintenant, le truc, c'est qu'en être très honnête, Phil Spencer, moi personnellement, je n'ai jamais aimé ce gars-là pour la simple et bonne raison que
il a fait juste des très mauvaises décisions. Si vous regardez, il a hérité au final de Xbox quand ils étaient à leur sommet, parce qu'on a eu l'ère de la Xbox 360 qui était extrêmement populaire, et elle a été succédée par la Xbox One en 2013, qui a été un petit peu un fail. Donc c'est pas entièrement la faute de Phil Spencer ici, on va être très honnête. Parce que la Xbox One existait déjà avant qu'il devienne CEO. Et la Xbox One a eu du mal par rapport à la PS4, ça c'est clair et net. Mais quand même, c'était sous sa responsabilité qu'ils ont fait aussi la Xbox Series X et Series S, qui ont eu énormément de mal face à la PS5. Et c'est aussi la personne qui était CEO quand Xbox a tout simplement racheté énormément de studios. Si vous vous souvenez, ces dernières années, ils ont racheté des studios par-ci par-là. Et ce qu'ils faisaient derrière, c'est qu'ils fermaient les studios sans aucune raison. Des studios qui avaient produit des très bons jeux étaient juste fermés, selon moi, sans aucune raison. Donc Phil Spencer, personnellement, voilà, ce qu'il a laissé, ce qu'il a fait d'Xbox au long de toutes ces années, pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Donc le fait qu'il soit plus CEO, honnêtement, personnellement, je trouve ça que c'est plutôt même une bonne news. Maintenant, le problème, c'est que selon ce qu'on voit, Asha Sharma n'a pas fait grand-chose au niveau gaming, même pas du tout. Donc c'est vraiment une inconnue de ce qu'elle va faire, la direction qu'elle va mettre pour Xbox. Et puis il y a le fait que son résumé n'est pas des plus impressionnants au niveau de ce qu'elle a fait par le passé, notamment tout ce qui est IA au niveau de Microsoft qui était vraiment bancal. Et forcément, même si elle n'est pas entièrement responsable, hein, tenez-en compte, vous n'avez jamais une personne qui est entièrement responsable de tout ce qui se passe dans une entreprise, même un CEO, mais elle a quand même sa part de responsabilité, quoi qu'il arrive. Donc ça fait un petit peu peur pour Xbox, on va être très honnête. Mais encore une fois, le fait que Phil Spencer quitte Xbox, peut-être pas plus mal. Ensuite, on a Apple qui continue de travailler sur un MacBook moins cher. Donc, on a des traces qui sont apparues justement dans la dernière version de macOS Tao, qui est la 26.3. Et on voit qu'il y a notamment des ID dans les drivers pour un J700, J427 et J527. Ce sont des ID qui semblent justement correspondre à un nouvel appareil qui serait justement ce MacBook moins cher. Donc, le truc, c'est que évidemment, tout le monde n'est pas très Mac, chacun ses préférences, mais il faut quand même reconnaître que depuis les puces M1, Apple fait des très bons, mais des très bons ordinateurs portables. Ce sont, selon moi, même parmi les meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter. Le souci, c'est que il reste cher. Le MacBook Air, même quand il y avait des promotions avec la version M1 qui commence à dater maintenant, le moins cher que j'ai vu, c'était genre 800 euros. Donc ça restait quand même un investissement par rapport à des ordinateurs portables Windows qui pouvaient être à 400, 500 euros. Voilà, ça fait une sacrée différence. Même si l'ordinateur est très bon, tout le monde n'a pas ce budget-là. Donc là, le but, c'est de tout simplement sortir un MacBook qui est moins cher. Donc qui serait entre en dollars, 599 dollars à 799 dollars. Donc en réalité, ce serait pas très loin du prix en euros justement de ce MacBook Air quand il était en promotion. Donc ce serait certainement minimum 700 euros connaissant Apple. Tenez-en compte parce que 599 dollars, c'est hors taxe. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il utiliserait comme puce? Bien, tout simplement, il utiliserait une puce A18 Pro ou même une A19 Pro. Donc, ce sont les puces, oui, qu'on a dans les iPhones. Ces puces sont moins chères, forcément, parce qu'elles sont plus petites, donc coûtent moins cher à produire. Et elles restent tout à fait assez puissantes. Surtout que vous pourriez dire, ah, mais c'est une puce de téléphone, c'est pas la même chose que les puces M. Mais au final, les puces M et les puces de ces dernières années, en tout cas dans les iPhones, sont très similaires. C'est juste que les puces M, c'est juste une version plus grosse, plus puissante. Mais une puce A18 Pro, même A19 Pro, serait largement suffisante pour un ordinateur portable. Surtout qu'ici, on parle d'un ordinateur portable plus voilà, entrée de gamme. Je sais que entrée de gamme et Apple et surtout un prix de 700 euros ne vont pas trop ensemble. Mais voilà, c'est Apple, il faut quand même en tenir compte. Ce serait quand même suffisant pour la plupart des gens pour la bureautique et tout ça. Ce que font la plupart justement des gens. Donc, le truc c'est que on sait qu'il arrive, on ne sait pas exactement quand il arrive parce que le problème, je pense que vous l'avez vu, que la RAM coûte cher. Donc, ça a aussi un petit peu mis Apple dans une mauvaise position où ils sont en mode oh, ils ont prévu ce MacBook pas cher depuis littéralement des années certainement, mais ils ont commencé vraiment à certainement produire voilà des mois et d'un coup on a une crise de la RAM. Donc ils sont un peu en mode oh ça c'est un petit peu dommage parce que oui ils auraient pu le sortir pour pas cher, mais maintenant que la RAM coûte cher, ça va forcément augmenter le prix. À part si Apple décide peut-être qu'ils ont déjà stocké énormément de RAM, c'est tout à fait possible, c'est Apple, ils ont énormément de cash, donc c'est possible qu'ils ont fait des réserves en avance et qu'ils vont juste répercuter les prix beaucoup plus lentement que les autres entreprises, ils vont juste augmenter petit à petit.
Mais c'est aussi possible que, tout simplement, ils soient un peu radins aussi avec ce MacBook en lui mettant seulement 8 gigas de RAM. Ça, c'est tout à fait possible. Même si les MacBook Air maintenant ont au minimum 16 gigas, celui-ci, vu qu'il est plus entrée de gamme, pourrait avoir seulement 8 gigas. Et 8 gigas de RAM, mais évidemment, c'est moins cher que 16 gigas de RAM. Donc, il pourrait quand même le sortir à un prix, on va dire, voilà, serré. Et il pourrait aussi compenser la différence de prix de RAM, vu que de toute façon, c'est Apple, ils se font beaucoup d'argent sur le reste. Donc, selon les specs au final, et selon les coûts de production, un MacBook avec ce genre de spec à 700 euros, même en tenant compte de la crise à RAM, Apple va se faire une énorme marge dessus quand même. C'est une des rares entreprises qui font d'ailleurs autant de marge parce qu'ils contrôlent énormément de choses au niveau de la production et surtout ils peuvent demander des très bons prix auprès de leurs fournisseurs. Donc ça, il faut en tenir compte. Mais bon, ça reste Apple aussi, ils aiment bien l'argent, donc ils vont pas non plus réduire leur marge juste pour faire plaisir aux gens, tenez-en compte. Mais voilà, j'espère qu'ils feront quand même un minimum d'efforts. Ou sinon, nous avons TeamSpeak qui d'un coup a eu beaucoup plus d'utilisateurs au point même que ça surchargeait leur serveur, ce qui est assez étonnant. Je ne sais pas du tout ce qui aurait pu causer ça. C'est la vérification d'âge sur Discord. On a parlé la semaine dernière. Discord a prévu en tout cas de mettre une vérification d'âge dans le reste du monde. Ils ont déjà commencé au Royaume-Uni et en Australie dû à des obligations du gouvernement, il faut tenir compte. Et du coup, voilà, le système de vérification d'âge, on en a parlé la semaine dernière, n'est pas le meilleur. Il y a des fuites de sécurité. Ils utilisent une société tierce qui est Persona, qui a d'énormes problèmes. Et donc, les gens ne sont pas très fans. Et donc là, ils s'orientent à tout simplement des alternatives. TeamSpeak était, au final, à une époque, la meilleure plateforme pour chatter avec d'autres personnes. C'était l'ancêtre de Discord, en quelque sorte, avec Mumble. Le problème avec TeamSpeak et Mumble à l'époque, c'est qu'il fallait set up un serveur. Il fallait acheter ce serveur, le payer, et c'était purement vocal en réalité. Donc c'était bien pour chatter avec d'autres personnes. C'était même meilleur que Discord n'a jamais été pour chatter avec d'autres personnes, parce que par exemple la qualité des codecs est meilleure, donc meilleure qualité de son. C'est pour ça que beaucoup de YouTubeurs ont même continué d'utiliser TeamSpeak pour enregistrer des let's play avec d'autres personnes. Mais derrière, oui, il n'y avait pas le texte et tout ça, il n'y avait pas le côté pratique, la jolie interface de Discord. Eh bien, en réalité, depuis quelques années, TeamSpeak a justement commencé à essayer de ressembler plus à Discord tout en gardant leur avantage, évidemment. Et donc, la plateforme commence à devenir plutôt intéressante. Donc, si vous cherchez une alternative, TeamSpeak pourrait être justement cette alternative. Tenez compte que toutefois, il me semble qu'il y a une version gratuite, mais si vous voulez vraiment utiliser TeamSpeak pleinement, surtout avoir votre propre serveur, là, vous devrez probablement payer, si je me souviens bien, donc peut-être pas pour tout le monde. Mais il y a une version gratuite, quoi qu'il arrive, et je pense que pour beaucoup de gens, ça suffirait. Donc, si vous n'aimez pas la vérification d'âge sur Discord, peut-être regarder à TeamSpeak, surtout que c'est une entreprise qui a selon moi une bonne réputation depuis de très nombreuses années, et du coup, ils méritent clairement d'avoir plus de succès, surtout par rapport à Discord. Même si j'aime bien Discord, je pense que Discord a fait des très bonnes choses. Ils ont clairement révolutionné le fait de chatter avec d'autres personnes et tout ça. Comme d'habitude, bien souvent, vous avez des entreprises qui grandissent, 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 et à un moment, ils perdent. Ils perdent voilà, la vision qu'ils avaient au début, ou en tout cas, ils deviennent orientés pur profit au point de justement diminuer l'expérience utilisateur. Et pour moi, c'est clairement le cas de Discord à l'heure actuelle, malheureusement. C'est vraiment malheureux, hein, parce que Discord, je me souviens qu'on est arrivé en 2015. J'ai créé un compte en 2015 personnellement. C'était génial. C'était pas parfait, mais c'était vraiment génial. C'était rafraîchissant. C'était une plateforme beaucoup plus moderne par rapport à ce qu'on avait. Et maintenant, yep, c'est de plus en plus lourd. Ils n'ont clairement pas amélioré des problèmes qui existent depuis de nombreuses années et ils n'ont fait qu'introduire des problèmes. Donc, ma foi, voilà. C'est pas parce que vous êtes au top de votre game que vous allez toujours le rester, comme d'habitude. Ensuite, on a une news que j'ai skip la semaine dernière parce que j'en ai parlé dans l'émission Canapé Tech de Pâques. Si vous ne l'avez pas vu, je mettrai le lien dans la description. Il me semble que l'épisode est sorti maintenant, que je vais pouvoir mettre justement le lien dans la description. Et du coup, pour résumer très rapidement, vous avez Asus et Acer qui ont été interdits en Allemagne de vendre tout simplement des ordinateurs portables. Pourquoi? Vous allez me demander. Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont un problème avec un brevet qui concerne le H265. Donc, le H265, vous devez certainement connaître le H264. C'est tout simplement un codec pour encoder des vidéos. Le H264, notamment, est utilisé pratiquement partout en ligne. Le truc, c'est que le H265, qui devait remplacer le H264, c'est pas libre de droit. Il faut payer pour pouvoir l'utiliser et l'intégrer notamment dans son ordinateur portable quand vous en vendez un. Donc,
le problème, c'est que visiblement Asus et Acer étaient en mode: «Non, on n'a pas envie de payer» et ce que je comprends personnellement parce que c'est un peu abusé, mais ils ont quand même pas payé, donc techniquement, c'est de leur faute et du coup, vous avez, le propriétaire du brevet qui est Nokia, oui, je sais, Nokia, qui a tout simplement attaqué en justice ou en tout cas l'entreprise derrière Nokia, parce que Nokia de maintenant, c'est plus le Nokia de v'là des années, on va être très honnête. Mais dans tous les cas, ils ont attaqué en justice en Allemagne et ils ont réussi à convaincre un juge de tout simplement bannir la vente d'ordinateurs portables Asus et Acer, voilà, en Allemagne, ce qui est évidemment extrêmement problématique pour les deux marques. Notamment Asus, ils sont extrêmement populaires en Allemagne, ils font d'énormes ventes là-bas, donc ça va leur coûter très cher. En plus de la crise arabe, ça va pas améliorer les choses. Mais la news de cette semaine-ci qui va compléter celle-ci, c'est qu'en plus, ils ont tout simplement mis hors ligne leur site de support. Alors, c'est pas parce qu'ils sont en mode oh fuck it, on abandonne le marché allemand, c'est plus d'un point de vue sécurité, on va dire. Parce que le problème, c'est que même ils ne doivent plus vendre, enfin, ils ne peuvent plus vendre d'ordinateurs portables, il y a certainement des choses en rapport avec le H265 au niveau driver notamment sur ces sites de support. Et le truc, c'est s'ils continuent d'avoir les sites en ligne, ça pourrait causer des problèmes au niveau légal, plus de problèmes au niveau légal. Donc, par sécurité, clairement, ils ont enlevé les sites web pour le moment. Si vous êtes un utilisateur allemand qui a besoin des drivers, vous pouvez toujours les trouver sur les sites français et tout ça, ça marche très bien. Donc, les gens ne sont pas sans alternative, c'est juste que, oui, le site officiel allemand, qui était en allemand du coup, ce qui est plus facile pour certaines personnes qui ne parlent pas anglais ou autre chose, est hors ligne pour le moment à cause de ça. Et c'est le cas pour Asus et Acer, comme j'ai dit. Donc, pour moi, clairement, bon, encore une fois, s'ils n'ont pas payé correctement le fait de pouvoir utiliser le H265 sur leur ordinateur portable, oui, ça reste de leur faute techniquement d'un point de vue légal. Maintenant, c'est évidemment un énorme problème quand vous avez des entreprises qui ont certainement racheté Nokia. Je ne sais pas à qui appartient Nokia à l'heure actuelle, mais c'est sûr et certain, c'est un consortium ou autre chose qui a acheté Nokia pour juste les brevets et qui maintenant utilise ces brevets comme arme en quelque sorte. Ils attaquent en justice n'importe quelle personne qui utilise ces brevets et qui n'ont pas forcément payé pour se faire de l'argent, tout simplement. Et donc ça, c'est un gros problème au niveau juste de la liberté du marché. Et c'est pour ça que vous le voyez, que vous avez par exemple l'AV1 qui arrive en force. L'AV1 est libre, n'importe qui peut l'utiliser, l'intégrer à des appareils ou autre chose, contrairement au H265. Et c'est pour ça aussi que le H265 a eu du mal à s'intégrer autant. Le H264 est partout, vraiment partout. Il a permis à YouTube d'exister au final. Maintenant, évidemment, un meilleur algorithme de compression permettrait d'avoir des meilleures qualités sans augmenter la bande passante. C'est une bonne chose. On aurait un meilleur Internet sans changer Internet au final. Sauf que le H265, à cause de cette licence, à cause du fait que c'est breveté, vous avez beaucoup d'entreprises qui étaient juste en mode, non, on va juste éviter. Peut-être que vous avez déjà essayé de lire une vidéo sur Windows qui était en H265 et Windows vous dit, ah non, tu dois payer le codec H265. Mais c'est pour cette raison-là. C'était pas un Microsoft qui est en mode, on va se faire de l'argent, c'est à cause de ce problème-là. Ils ne veulent pas payer pour chaque utilisateur. Donc, ils repassent le coût à l'utilisateur. Mais c'est pour ce genre de raison-là. Et donc ça a ralenti l'industrie, vraiment. Il a fallu des années avant qu'une alternative au H265 arrive. Vous avez eu le VP9, vous avez eu justement la V1. Et c'est seulement maintenant qu'on a enfin une révolution au niveau justement codec et qui va nous permettre d'améliorer la qualité de streaming. Parce que par exemple, la V1 prend 2 fois moins de bande passante que même le H265 pour compresser une vidéo. Donc c'est-à-dire que par exemple Twitch, ils ont, je sais pas si c'est encore le cas, mais ça a été le cas pendant de très nombreuses années, ils avaient une limite de bitrate, donc le nombre de bits de données que vous pouvez envoyer au serveur Twitch qui était de 6000 kilobytes ou 6000 kilooctets si vous préférez. Ce qui est, non, 6000 kilobits avec un B minuscule en réalité, c'est encore pire. Donc ça, c'est pas grand-chose. Vous pouvez streamer en 720p avec ça. Vous pouvez streamer en 1080p sur certains jeux, mais je trouve que ça pixelise vite. C'est juste pas assez de bits de données pour encoder la vidéo. Vous n'avez pas assez d'informations pour que la vidéo soit de bonne qualité. Eh bien, avec le H265, le 1080p devrait possible. Mais avec l'AV1, or là, avec 6000 même, sans changer le bitrate, c'est toujours 6000, vous pouvez sans problème faire du 1440p au niveau streaming. La qualité serait suffisante. Donc c'est juste pour vous montrer que sans rien changer, sans même améliorer l'internet des gens, on pourra avoir une meilleure qualité de streaming. Et ça, c'est juste génial. Heureusement, la V1 arrive maintenant, vous avez même la V2 qui commence à arriver.
Mais voilà, ça a quand même fait des dégâts, justement, cette histoire du H265. Selon moi, ça a ralenti l'industrie pendant de nombreuses années et c'est en partie ce qui fait que quand vous allez sur Netflix maintenant ou d'autres plateformes de streaming, la qualité est à chier parce que ça utilise encore du H264 qui commence à juste être dépassé au niveau technologie. Ça c'est cool de l'avoir pour les appareils qui sont pas très puissants, mais voilà, il est temps de passer à quelque chose de juste bien meilleur. Donc, ma foi, ce sera certainement la V1 ou la V2. Ensuite, on a une petite update sur la DDR5 qui, oui, commence à baisser en prix. Oui, je sais, c'est incroyable. Bon, après, ne vous attendez pas à un retour des prix à la normale, mais on a eu certainement une surréaction à la crise de la RAM. Vous avez des entreprises qui ont clairement augmenté les prix plus rapidement que les prix augmentaient réellement. Et donc maintenant, on commence à avoir une correction du marché qui fait que, je croyais que j'avais changé de scène, qui, du coup, ont fait que, voilà, les prix maintenant sont en train de repartir un peu à la baisse. Alors, encore une fois, ça reste très cher et aussi ça va certainement plafonner à un autre prix. Ça ne va pas continuer de descendre, descendre, descendre au fil de l'année. Certainement, ça va, voilà, se plafonner à un prix qui sera, beh, le prix le plus logique, ce sera un prix qui reflète tout simplement la réalité du marché. Parce que comme j'ai dit, certainement vous avez une surréaction à la crise de la RAM qui a fait que, beh, certaines entreprises, pour éviter de perdre de l'argent, ont juste mis le prix beaucoup plus haut que ce qui était réel. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'allait être le prix réel, justement. Donc là, on sait les prix réels maintenant, on sait la situation, et donc maintenant le prix reflète justement ça. Donc là, ça semble se stabiliser. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est pour information, un kit de 32 gigas de RAM en DDR5. Donc oui, on était à même pas une centaine, 110 euros, il quelques mois. Ouais, c'était le bon temps. Et maintenant, enfin, au pire de la crise de la RAM, ça coûtait même aux environs de pratiquement 500 euros, même plus de 500 euros sur certains sites. Maintenant, c'est en train de se stabiliser plus vers les 400 euros et j'espère que ça va peut-être se stabiliser vers les 300. 300 euros serait déjà, alors ça reste cher, mais je pense que ce serait déjà plus raisonnable pour faire un PC. Surtout que tout le monde n'a pas besoin de 32 gigas de RAM. 16 gigas de RAM si vous êtes économe, si vous avez un GPU avec pas 8 gigas de VRAM aussi. Parce que plus votre GPU enfin, moins votre GPU a de VRAM, plus il va utiliser de la RAM système. Donc oui, c'est un peu un problème qui devient pire pour les plus petits systèmes, ce qui est assez ironique. Mais si vous avez un GPU avec genre 12 gigas de VRAM, genre une 5070, 16 gigas de RAM système, ça marche. Vous pouvez jouer à tous les jeux AAA sans aucun souci. Ça a été testé. Le truc, c'est qu'évidemment, vous devrez couper Discord en arrière-plan ou ce genre de choses qui utilisent beaucoup trop de RAM. Mais c'est possible. Donc si vous pouvez vous permettre, voilà, d'économiser et plus passer à 16 gigas de RAM et juste attendre avec ça et faire juste attention au niveau de Discord, mettez-le sur votre téléphone ou autre chose, ou juste passer à TeamSpeak aussi, eh bien ça vous permettra de, voilà, tenir le temps que la RAM redevienne moins chère, ou en tout cas redevienne à un prix acceptable. Mais dans tous les cas, voilà, une normalisation, même si, encore une fois, tenez en compte, je le répéterai, euh, voilà, on va jamais retourner au prix qu'on avait. Je dirais même que c'est peu probable, même avec l'arrivée de nouveaux acteurs, même si la bulle de l'IA a explosé d'un coup, on ne retournera pas à 110 euros les 32 gigas de RAM. C'est juste pas possible. Ça restera toujours plus cher. Parce on s'est trop habitué à un prix qui était beaucoup trop bas, parce qu'il y avait juste trop de RAM sur le marché et du coup les prix étaient vraiment bas. Mais si on pouvait retourner un petit 200 euros, ce serait pas mal quand même. Et maintenant c'est l'heure des deals de la semaine, comme d'habitude, les meilleurs deals sur l'informatique que j'ai pu trouver en tout cas. Cette semaine-ci, en réalité, il y a des meilleurs deals parce que la semaine dernière, il n'y avait rien du tout. Là, on a notamment le Google Pixel 9a à seulement 349 euros. C'est assez notable parce qu'ils ont sorti récemment le Pixel 10a et c'est exactement le même téléphone. Il y a juste quelques petites améliorations. Donc le Pixel 9a reste toujours très bon. Vous avez un téléphone suffisamment puissant, vous avez une batterie de plus de 5000 mAh, bon petit capteur photo à l'arrière, suffisant en tout cas pour faire des photos que vous devez en faire. Donc je pense que c'est le téléphone parfait pour quelqu'un qui est en mode j'ai juste besoin d'un téléphone qui marche bien, mais que voilà, j'ai envie de pouvoir capturer des mémoires de n'importe quoi qui se passe. Quand je pars en vacances, autre chose, le téléphone est toujours dans ma poche, ben là, ça vous donne un bon petit appareil photo. Donc franchement, c'est pour moi la meilleure alternative. Et surtout, très bon support au niveau logiciel de chez Google pendant, si je me souviens bien, 7 ans, voilà. Et avec une interface Android très légère, donc aucune surcouche, aucune application rajoutée qui sert à rien. Donc voilà, 349 euros, c'est le prix le plus bas à l'heure actuelle pour, selon moi, l'un des meilleurs smartphones milieu de gamme qui existent. Et sinon, pour ceux qui utilisent leur PC souvent, qui ont peut-être commencé à développer des problèmes de poignet ou qui sont
en mode je veux éviter justement ça, vous avez la Logitech MX Vertical qui est en promotion à seulement 49,99 €. C'est une souris, comme vous pouvez voir, qui est verticale. Bon, pas entièrement verticale, elle a un angle de 57 degrés et c'est tout simplement beaucoup plus ergonomique pour une souris. Et donc, ça permet de. Alors, ça ne va pas empêcher des problèmes de poignet, mais ça va mitiger les problèmes. Ça va faire en sorte que, oui, ils arrivent peut-être beaucoup plus tard, ou en tout cas, ils arrivent de manière beaucoup moins gênante. Et derrière, même si c'est un peu bizarre à utiliser, en quelques semaines, vous serez vite habitué. Donc, pour seulement 49,99 €, si vous utilisez souvent votre PC et que vous n'êtes pas trop gamer, parce que c'est pas vraiment une souris de gamer, bah, ça fait le taf et bah, ça pourrait être selon moi un bon investissement. On a aussi du boîtier de chez Corsair, notamment le 3500X. C'est un boîtier que j'adore. Personnellement, j'en ai acheté deux pour faire mes tables de bench parce que quand vous enlevez les vitres et tout ça, il est juste parfait pour ça. Mais c'est aussi un boîtier aquarium, mais vraiment pas cher et bien designé. C'est ça le plus important sur moi. C'est un plaisir de construire un PC dedans, comme j'ai pu le faire justement avec mes tables de bench. Vous avez ce qu'il faut au niveau USB à l'avant, c'est génial. Alors, c'est la version sans ventilateur, mais c'est pas plus mal selon moi parce qu'à 59,99 €, ça reste un prix très bas. Et derrière, vous pouvez juste coupler un pack de 5 ventilateurs chez Arctic. Ça, alors, ils sont pas en promotion, ceux-là, c'est le prix normal. Mais selon moi, c'est voilà, pour 20 €, 21 €, vous avez 5 ventilateurs de 120 millimètres de très bonne qualité. C'est pas les meilleurs ventilateurs, mais vous les payez même pas 5 € pièce. Donc, là, je pense que vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Et personnellement, j'en mets partout de ces ventilateurs-là. Ils sont juste excellents. Donc, si vous couplez ce pack de ventilateurs avec ce boîtier-là, vous en sortez toujours pour 70 €, ce qui est pas grand-chose, et vous avez un boîtier très bien venté. Vous en mettez un à l'arrière, peut-être un au-dessus, 2, 3 ici. Si vous avez déjà un water cooling. D'ailleurs, on a un water cooling de chez Thermalright, voilà. Bon, c'est la version blanche, donc ça va un peu clasher au niveau couleur. Mais pour ceux qui justement cherchent un water cooling blanc, Thermalright, 240 millimètres, 40 €. 40 € pour un water cooling de 240 millimètres. Est-ce que j'ai besoin de dire plus? Non, je ne crois pas. C'est vraiment très serré comme prix. Donc pour ceux qui voudraient mieux refroidir un ancien PC ou autre chose, ça peut être une bonne alternative. Aussi, vous avez un autre pack de ventilateurs qui existe qui est un peu plus cher, les Arctic P12 Pro. Ils sont capables d'aller jusqu'à 3000 RPM. Alors, c'est pas pour tout le monde. 3000 RPM, ça va être très bruyant, tenez-en compte. Mais si vous voulez du bon refroidissement, peut-être pour même un serveur ou autre chose, bah, pour 38 €, vous avez 5 ventilateurs. Encore une fois, c'est un pack qui en vaut largement la peine. Et pour ceux qui voudraient l'utiliser dans un PC classique, ne montez pas à 3000 RPM, restez à 2000 quelque chose, 2200 serait déjà largement suffisant. Et ils ont toujours une meilleure pression statique que justement les autres Arctic que j'ai montré avant. Ensuite, on a un petit peu d'écran et surtout un écran assez rare, c'est un écran blanc, il n'y en a pas beaucoup. Pour ceux qui ont justement un setup blanc et qui veulent un écran qui soit accordé avec ce setup, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives et souvent ça coûte cher. Ici, ben, vous avez une promotion sur l'Asus ROG Strix XG27, peu importe le nom. C'est un écran 27 pouces QHD, Fast IPS, 250 Hz. Tout est dit là-dedans, très bonne spec, parfait pour jouer aux jeux vidéo et il est à seulement 239 €. C'est le prix le plus bas depuis un bon bout de temps. Donc, si vous voulez un écran de bonne qualité et en plus qui s'intègre à votre setup blanc, c'est la meilleure alternative. Et c'est tout pour les deals de la semaine. Vous aurez des liens dans la description affiliate qui permet de soutenir la chaîne. Un grand merci d'avance à ceux qui l'utilisent. Et du coup, ben, continuons le Tech Sama Show. Mais du coup, on a peut-être une solution au niveau du fait que nous avons la RAM chinoise qui existe, bien sûr. On en a parlé. Et le truc, c'est que je ne sais pas s'il y a une erreur de traduction dans les news justement de CXMT. Donc ça, c'est notamment une entreprise chinoise qui fait de la RAM. Mais le truc, c'est qu'il me semblait qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient faire de la RAM, justement DDR5 haute vitesse, pour plutôt fin 2026, début 2027. Mais visiblement, ils en font déjà. Donc je ne sais pas s'il y a eu des erreurs de traduction par rapport au communiqué qui était en chinois et puis les news qui sont sorties. Moi, j'ai juste vu les news qui étaient en anglais, évidemment, je ne parle pas chinois. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez voir, Hardware Unbox a réussi à mettre la main sur un kit de RAM qui est normalement vendu en Chine. C'est un kit de chez King Bank. Ma foi, un nom très approprié vu le prix de la RAM. Et donc, le truc, c'est que les puces de mémoire, apparemment, de ce kit de RAM sont fabriquées par CXMT. Et c'est pas de la RAM DDR5 à 4800 mégatransferts, donc 4800 MHz. Non, c'est de la bonne RAM. C'est de la RAM à 6000 mégatransferts. C'est de la bonne RAM pour une plateforme AMD. Donc là, on peut voir notamment les specs. Vous voyez, 6000 mégatransferts et des timings pas dégueulasses. C'est L36, c'est plutôt pas mal pour du gaming. Et donc, la chaîne Hardware Unbox, ils ont fait des tests là-dessus. Et comme vous pouvez voir par rapport à un
kit de chez G-Skill avec des specs similaires. Les perfs sont bonnes. Il n'y a pas de dégradation des perfs. Ce qui est en réalité logique. Le truc avec si vous avez deux barrettes de RAM qui ont les mêmes timings, la même vitesse, ils seront très proches en termes de performance. C'est juste tout à fait logique. Mais vous pouvez voir évidemment que sur des kits plus rapides, alors, en réalité, oui, non, ils n'ont pas comparé un kit équivalent parce que là, c'est le meilleur kit de chez G-Skill qui est en CL26. Donc, tenez-en compte. Donc, pour juste commenter pour ceux qui seraient sur le podcast, les chiffres de performance sont à quelques FPS l'un de l'autre. Donc même le kit en CL26 de chez G-Skill, qui est le meilleur pour le game à l'heure actuelle, fait à peine mieux que ce kit en CL36 de chez KingBank, qui est encore une fois un fabricant chinois qui utilise la mémoire de chez CXMT. Donc c'est plutôt prometteur. Maintenant, tenez-en compte, je le redis encore une fois, si vous êtes CXMT, si vous êtes cette entreprise qui fait maintenant de la bonne RAM DDR5, MMLP DDR5 et tout ça, votre but, ce n'est pas de vendre à des gens qui font des PC gamers. C'est pas là où vous ferez le plus d'argent. Ils vont certainement se concentrer sur le marché des data centers, le marché des IA, parce que c'est là où il y a de l'argent à se faire. Et certainement aussi, comme c'est une entreprise chinoise, c'est fort probable que le gouvernement chinois derrière soit en mode hey, concentre-toi toi, sur le marché chinois pour faire en sorte qu'on soit tout simplement plus indépendant, qu'on puisse fabriquer nos nouveaux data centers d'IA sans être dépendant d'autres entreprises, d'autres pays. Donc rien que pour ces raisons-là, vous n'allez pas la semaine prochaine voir des kits de DDR5 chinois arriver sur le marché, inonder le marché à des prix compétitifs, comme l'a fait par exemple les constructeurs de smartphones. Là, pas mal d'années, on a Xiaomi qui est arrivé, on a d'autres marques qui sont arrivées comme ça et qui ont inondé le marché de téléphones pas chers. Non, on n'aura pas la même chose au niveau RAM. Tenez-en compte, parce que là, c'est juste d'un point de vue logique, d'un point de vue, oh, on doit maximiser les profits, le marché des IA reste le meilleur pour CXMT. Mais voilà, ça rajoute quand même un fabricant de plus, et un fabricant de plus, ça fait pas de mal. Ça rajoute un petit peu plus de concurrence. Donc avec ça, et puis l'autre constructeur chinois qui arrive aussi, j'espère que petit à petit, encore une fois, on va retourner à un semblant de normalité. Juste, ils vont fabriquer beaucoup plus de DDR5 et juste petit à petit, les prix vont redescendre à 32 Go pour 300 euros, 32 Go pour 250 euros et peut-être à la fin de l'année, si tout va bien, un petit 32 Go pour 200 euros. Ça, ce serait génial. Mais voilà, tenez-en compte, ça ne va pas révolutionner le marché. Vous n'allez pas vous retrouver avec des kits chinois vraiment pas chers la semaine prochaine. Mais voilà, ça ne fait quand même pas de mal. Et c'est plutôt intéressant qu'un kit est déjà disponible. Encore une fois, je croyais qu'ils n'avaient pas encore commencé vraiment la production, mais visiblement, ils ont commencé la production. Donc, c'est plutôt une bonne news, quoi qu'il arrive. Ensuite, une autre bonne news pour ceux qui possèdent justement une Intel Arc, que ce soit n'importe quelle Intel Arc, tant que c'est vraiment une Arc dans le nom, pas un GPU intégré Intel, eh bien, je rappelle que vous avez Intel qui a sorti le XeSS Multiframe génération, donc la génération d'images pour l'upscaler XeSS. Et le truc, c'est que vous avez des gens qui ont fait des tests, et notamment sur la bonne vieille Arc A770, qui était la première carte Intel Arc, si vous vous souvenez. Bien, vous pouvez voir que déjà, on peut l'activer, donc ça c'est cool. C'est disponible sur ces anciennes cartes, et ça permet de booster les performances. Alors, ça reste de la génération d'images, tenez-en compte. Donc, par exemple, là, il montrait qu'il tournait à 30 FPS avec une latence de 114 millisecondes. Utiliser le multiframe génération permet de clairement faire plus de FPS, mais la latence n'a pas non plus. Là, ils sont passés de 30 FPS à 55 FPS. En toute logique, dans un jeu, si vous passez de 30 à pratiquement 60 FPS, la latence devrait être pratiquement diminuée par 2, parce que tout simplement, vous avez 2 fois plus d'images. Ici, ce n'est pas le cas, parce que la génération d'images rajoute aussi de la latence. Mais c'est quand même meilleur que les 114 ms qu'on avait à 30 FPS. Mais on est quand même à 93 ms avec 55 FPS. Moi, personnellement, si je devais jouer, je prendrais ça. Parce que, par exemple, le mode x3, oui, on est à 79 FPS, mais la latence augmente. Elle est toujours meilleure qu'avant, mais elle est augmentée par rapport à justement le mode x2. Donc le mode x2 il reste clairement le meilleur ici. C'est comme d'habitude avec la génération d'images, c'est pas pour tout le monde. Il faut l'utiliser dans des cas particuliers selon moi. Et là, par exemple, c'est pas un bon cas d'utilisation. C'est clairement un cas où voilà, peut-être le mode x2, mais clairement, il faudrait diminuer les paramètres graphiques tout simplement. Mais il y a d'autres cas qui sont déjà beaucoup plus logiques. Par exemple, ici,
vous avez un jeu qui tourne déjà à 56 FPS. Et là, ça devient plus intéressant d'utiliser justement la génération d'images. Parce que là, on gagne un petit peu en latence, ou plutôt on diminue la latence, qui est bon, mais on a maintenant 96 FPS. Donc là, c'est beaucoup plus jouable. Donc clairement, comme le frame génération de Nvidia, ou même celui d'AMD, ou même le multi-frame génération d'NVIDIA, il faut l'utiliser à des bons endroits. Mais c'est plutôt cool que, ben, premièrement, ça marche bien, comme le montre ce test, surtout au niveau latence. Donc ça, c'est toujours un point positif. Et surtout, ben, c'est disponible sur une ancienne carte graphique qui est sortie là, je ne sais combien d'années. Donc si vous étiez l'une des rares personnes qui a acheté une Intel Arc à 770, bonne nouvelle pour vous, vous avez une upgrade gratuite. Donc merci Intel. Ensuite, par contre, des mauvaises nouvelles. Nous avions le fait qu'il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que les prochains processeurs Intel, donc les Core Ultra 400, qui sont basés sur l'architecture Nova Lake, pourraient arriver fin 2026. Ce sera plus 2027. Alors, c'est le CES 2027, donc c'est janvier 2026, qui est, en réalité, ça va. C'est pas un énorme décalage. Mais ouais, ce sera plus 2027, ce qui est voilà, montre que jusque l'année 2026 va juste être vide. Il va littéralement avoir rien au niveau révolution tech, autre chose. C'est juste, voilà, chez AMD, ben, vous avez les mêmes CPU. Chez Intel, on a Panther Lake, mais c'est seulement pour les ordinateurs portables. Voilà. Et pour ceux sur PC fixe, ben, il va avoir un refresh de chez Intel. Et chez AMD, ils ont sorti un 9800X 3D qui est un peu overclocké, qui est le 9850X 3D. Donc voilà, c'est cool. Et c'est tout ce qu'on aura en 2026. Peut-être que la RAM va reprendre un prix normal. Peut-être. Et du coup, c'est la même chose du côté d'AMD. Maintenant, les rumeurs placent Zen 6, donc la prochaine architecture de chez AMD, à 2027 au minimum. Donc oui, là aussi, AMD évidemment se concentre sur le marché des IA au niveau GPU. Donc les capacités de production qu'ils ont chez TSMC, encore une fois, AMD va voir TSMC, ils sont en mode, hey, on aimerait 10 000 wafers de cette puce-là, voilà. Ok, on commande, c'est génial. Le truc, c'est que TSMC a des capacités de production limitées, ils ne peuvent pas répondre à l'entièreté du marché. Donc si AMD a le choix entre en faire un wafer de puces qui accélèrent les IA dans leur data center ou de puces Zen 6 pour le marché grand public, ben, le choix est vite fait, tout simplement. Donc, ouais, ça pousserait la sortie à plus 2027. Donc, encore une fois, 2026 va être génial. Mais pendant ce temps-là, encore une fois, le marché chinois continue de faire du progrès petit à petit. Hein. Euh, on a cette image de oh, tout est fabriqué en Chine. Et c'est vrai que beaucoup de PC sont assemblés en Chine, même des cartes mères sont fabriquées en Chine. Mais les pièces les plus importantes, notamment le processeur, le GPU, ce n'est pas fabriqué en Chine. Ils font que l'assemblage. Donc, c'est-à-dire que même s'ils sont responsables pour beaucoup de fabrication d'électronique, en réalité, c'est pas eux qui contrôlent l'entièreté de ce marché. Mais le truc ici, c'est que vous avez Moorthreads, qui est cette marque, si vous vous souvenez, qui a fait un GPU, qui continue de faire des GPU d'ailleurs, qui a tout simplement décidé de lancer un ordinateur portable. Et vous pourriez dire, oh, ben, ils utilisent un processeur AMD ou Intel ou autre chose. Non, ils utilisent un processeur ARM fait en Chine. Et du coup, les specs sont en réalité pas trop mal. Bon, il faudrait voir les performances du CPU, mais on a du coup ce CPU ARM, on a un écran 120 Hz OLED 2,8K, ok, 32 Go de RAM, ça coûte cher ces derniers temps, et donc un ordinateur portable qui au design est clairement inspiré d'un MacBook, on va être très honnête, même les pieds, c'est incroyable, c'est juste, hey, on va faire un MacBook, mais c'est pas un MacBook. Même le clavier ressemble à un MacBook, la finition et tout, ça ressemble tellement à un MacBook. Et puis le logo Apple n'est pas là, évidemment. Mais dans tous les cas, c'est une des premières fois qu'on voit vraiment un ordinateur portable pratiquement entièrement chinois. Alors, on ne sait pas d'où vient la RAM, mais peut-être que la RAM vient de chez CXMT. C'est tout à fait possible. Le CPU, comme j'ai dit, c'est un CPU ARM qui est clairement fabriqué du coup en Chine, qui a pas mal de puissance de calcul d'IA bon, pour ce que ça vaut. Et puis pour le reste des specs, c'est pas trop mal, encore une fois. 70 Wh pour la batterie, 1,5 kg. Il y a de l'USB-C, pas de Thunderbolt ni d'USB 4 par contre, ce qui est un petit peu dommage. Et apparemment, le support Windows c'est juste au niveau virtualisation. Donc ouais, ça tournerait plus sur Linux ou autre chose. Donc voilà. Mais juste pour montrer, le truc c'est que, oui, évidemment, vous n'allez pas acheter cet ordinateur portable. Personne certainement en Europe va l'acheter, à part certaines personnes qui veulent juste voir ce que ça donne. Mais ça montre juste que petit à petit, ils font du progrès. Parce qu'encore une fois, il y a quelques années, un CPU chinois, les gens auraient juste dit waouh, c'est rien. Il y avait cette news, si vous vous rappelez, il y a quelques années, comme quoi ils faisaient des CPU, mais c'était en fait basé sur une architecture Ryzen. Donc, c'est-à-dire que AMD licenciait l'architecture pour un fabricant chinois. Donc, c'était pas vraiment, on va dire, un produit chinois. Là, ça
commence petit à petit à arriver. Et avec le fait que Apple a montré qu'on peut faire un ordinateur puissant basé sur ARM, bah, peut-être que d'ici quelques temps, donner encore 5 ans à la Chine et ils pourraient sortir des ordinateurs entièrement produits en Chine, que ce soit le CPU, GPU et tout ça, et qui sont en réalité plutôt bons. Et donc ça, c'est bon pour leur marché, évidemment, parce que ça leur permet d'être indépendants. Mais par contre, pour Taïwan, c'est pas forcément la meilleure des news. Parce que ça veut dire que la Chine serait moins dépendante de Taïwan. Et donc, peut-être qu'il y aurait une meilleure raison de reprendre Taïwan. Mais bon, ça, c'est de la géopolitique. Et ce n'est pas vraiment le sujet de ce Texama Show. Mais c'est quand même un argument important pour le fait que, ou plutôt une raison importante pour le fait que la Chine essaye d'être indépendante. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de produits chinois. C'est pour ça aussi qu'on a vu la Chine même refuser d'utiliser des calculateurs d'IA qui viennent des États-Unis ou autre chose. Ils veulent fabriquer leur propre matériel pour être indépendant plutôt, parce que dépendant c'est le contraire. Il y a une petite news marrante, mais aussi qui vous montre que peut-être vous devrez faire attention quand vous vendez votre carte mère, c'est de tout simplement vérifier que vous avez bien désinstallé les SSD .2. Vous avez un mec sur Reddit qui a racheté une carte mère qui était considérée comme cassée, une Z690, donc le socket certainement a des problèmes au niveau des pins, et pour 50 $, il a racheté. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a vu tout simplement que, comme vous pouvez voir sur l'image, bizarrement, il y a beaucoup de refroidissement SSD sur cette carte mère. Et c'est même pas les refroidissements qui sont fournis avec la carte mère. Quelqu'un a acheté ces refroidissements, les a mis et tout ça. Donc il s'est dit, hé, et s'ils avaient oublié le SSD en dessous? C'était totalement le cas. Il y avait littéralement 4 SSD en dessous de ces refroidissements. Donc vous aviez, pour information, 2 SSD de 4 Tera de chez Western Digital Black. Donc là, c'est du très bon. C'est des SSD qui valent très cher en ce moment. Vous avez un SSD de 2 Tera qui est un MP600, encore une fois un très bon SSD, et vous aviez même un SSD de 2 Tera de chez Intel, un 670p apparemment. Au niveau valeur SSD, c'était estimé, si je me souviens bien, à 1 900 $. Donc il a acheté une carte mère à 50 $ et il a gagné techniquement 1 900 $. Donc plutôt bon achat. Mais ne commencez pas à faire ça. Ne commencez pas à aller sur eBay acheter des cartes mères cassées en espérant avoir ça. Parce que c'est très rare. C'est vraiment très rare. C'est quelqu'un qui a clairement oublié ici. Mais c'est juste pour rappeler, si vous vendez une carte mère, vérifiez que vous avez bien désinstallé les SSD. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé. J'ai déjà vendu des cartes mères et je peux vous dire que j'ai double vérifié en dessous de chaque refroidissement pour être sûr que j'avais pas oublié un SSD tout simplement. Donc voilà, juste un petit rappel. Et enfin, une petite dernière news pour quelque chose qui me tient à cœur, mais que pour la plupart des gens, c'est pas forcément le plus intéressant, mais j'aime bien en parler. Vous avez cette fameuse RTX 5070 Mini TX qui a été testée. Donc, c'est un modèle de chez Colorful. Et le truc, c'est que c'est un modèle que vous ne pouvez pas trouver en Europe ni aux États-Unis, ce qui est assez dommage. Mais c'est un modèle d'une 5070 qui est, comme vous pouvez voir, avec un seul ventilateur. Et surtout très compact. Et c'est le seul modèle de 5070 qui existe qui est aussi compact. Non, en réalité, il y en a un deuxième qui est aussi fait par la même marque et qui est en version blanche. Donc, basiquement, c'est le seul modèle que vous pouvez trouver sur le marché qui est aussi compact. Et il fait même, pour info, comme vous pouvez voir, 18 cm, qui est pratiquement, et c'est ça qui m'intéresse. J'ai regardé, alors pour acheter ce GPU, vous devez l'importer depuis la Chine, donc ça coûte très cher. C'est ça le problème, ce qui est vraiment dommage. Mais il pourrait passer dans des boîtiers assez compacts, beaucoup plus compacts même que ce que j'ai montré sur la chaîne, notamment avec le VLK5, si vous vous souvenez, qui est d'ailleurs juste ici. C'est mon ordinateur Minitix, très compact. Il utilise une 4070 Ti, super d'ailleurs. Donc un GPU toujours très puissant, même à l'heure actuelle, et dans un châssis de seulement 5,5 litres, donc très compact. Sauf que ce châssis existe aussi en version... Alors, ils disent 3 litres, mais c'est pas vraiment 3 litres, c'est le VLK3, et il fait 4 litres. Donc 1 litre de moins, il est un peu plus petit, mais ça veut dire qu'il vous faut un GPU plus court. Et mais ça, c'est le genre de GPU qui serait parfait. Alors techniquement, il est un demi-centimètre trop long, enfin trop long, oui, il me semble, parce que le VLK3 supporte seulement genre 17 quelque chose centimètres avec un peu de marge, donc ça c'est dommage. Mais on va dire qu'il y a toujours moyen de modifier de toute façon. Et ce GPU a été testé et il est pas dégueulasse. Il est clairement un petit peu plus bruyant, notamment que le modèle Founder Edition. Il est un peu plus chaud aussi au niveau température, ce qui est logique. On a seulement un ventilateur, donc on peut voir sur les graphiques ici, c'est un petit peu plus haut. Mais au niveau performance, il est au même niveau d'une 5070 et c'est ça le plus important. Donc personnellement, si j'arrivais à mettre la main dessus, ce serait génial, mais ouais, c'est compliqué. Mais ce serait génial pour un PC Minitix encore plus compact que ce que j'ai ici. Ah, moi, c'est un
quelque chose que j'adore. Essayer de faire le PC le plus puissant, mais qui reste toujours un PC, pas un truc, où tout est soudé et que forcément c'est plus petit ou autre chose. Non, je veux un vrai PC où je peux changer chaque pièce, mais qui est le plus compact. Oui, aussi, il faut que je fixe le bouton d'alimentation qui est ici, c'est pas grave. Il faut que j'achète, j'aimerais, voilà, un petit aparté, mes projets pour ce mini PC, si je n'arrive pas à mettre sur la main sur cette 5070 mini, je vais peut-être essayer de contacter la marque en vrai. C'est la plaque frontale. C'est le plus gros problème que j'ai avec ce PC. C'est une plaque en acier qui fait 2 mm, 3 mm pratiquement. Elle est lourde. Elle fait 1 kg pratiquement à elle seule. Genre 700 grammes ou 1 kg. Donc ça représente pratiquement un cinquième, oui c'est ça, un sixième du poids du PC. Il fait un peu plus, bah, il fait 5,5 litres et il fait à peu près 5,5 kg. Ce qui est en réalité, bon c'est plus lourd qu'un ordi portable, mais pour la puissance qu'on a et le fait que ce soit un PC qu'on peut upgrade, plutôt impressionnant. Mais si je remplaçais cette plaque, je passerais à 4, quelque chose kilos. Et là, ce serait encore mieux. Donc j'aimerais acheter juste une plaque en fibre de carbone qui serait toujours résistante. Faire un trou pour le bouton d'alimentation, évidemment. Rajouter aussi un trou pour un USB-C en avant. Ça, ce serait cool parce que j'ai aucun port à l'avant de ce PC. Peut-être même un USB 3.0 ou autre chose. Et du coup, je me retrouverai avec un PC toujours résistant, mais plus léger. Et ça m'intéresserait énormément. J'ai essayé aussi de voir pour mettre une 5080 ou autre chose dans ce PC, mais c'est c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, ouais. Et une 5070 Ti n'aurait aucun sens parce que la 5070 est juste à peine plus puissante qu'une 4070 Super. Donc, ouais. L'upgrade, si vous avez déjà une RTX 4000, ouais, les RTX 5000 n'étaient clairement pas intéressantes. Ce n'est pas une news, on va être très honnête. Mais là, ouais, personnellement, j'espérais avec les RTX 5000 que je pourrais l'upgrade, plus de puissance et tout, et au final, c'était juste assez similaire. Donc, assez dommage. Donc, ce PC a stagné. Je l'ai fait, voilà, plus de 2 ans, il me semble, oui, oui, plus de 2 ans, et c'est toujours le même. Mais je vais quand même faire quelques upgrades plutôt pour économiser du poids et le rendre même plus résistant, plus apte à être transporté, parce que c'est son but, être transporté, mis à un endroit et me servir de station de travail. Notamment quand je vais au Computex, ça me permet de travailler, avoir toujours de la puissance. Les ordinateurs portables, pour ceux qui se demandent pourquoi tu n'utilises pas un ordi portable, ils font du bruit. Le problème, c'est que l'ordi portable, il est devant vous. Si je fais une vidéo comme ça, l'ordi portable, il est juste derrière le micro. C'est-à-dire que quand il ventile à fond, ce qu'il fait forcément, c'est un ordi portable, ben vous l'entendez forcément sur le micro. Alors, oui, il y a de la réduction de bruit, tout ça, mais j'aime avoir un son le plus clean possible. Et un son clean, ça passe par le fait de ne pas avoir une centrifuge juste derrière. Donc c'est pour ça aussi que mon PC, par exemple, ici, il est loin, quoi. Il a une portée de bras, j'arrive même pas à le toucher ici. Ce qui a c'est des avantages aussi. Mais c'est un avantage d'un PC fixe, c'est que vous pouvez juste le déporter. Alors vous pourriez me dire, oh, bah, tu peux déporter aussi un PC portable, et puis je vais me mettre plus loin. Oui, mais à ce moment-là, c'est plus un PC portable. Si je suis obligé d'avoir un clavier devant moi et une souris, au final, c'est juste un PC fixe, mais moins bon. Donc à ce moment-là, autant avoir un PC fixe, justement. Donc c'est justement pour ça que j'ai plus pris cette alternative-là. Même si de temps en temps, j'utilise toujours un PC portable, parce que oui, le PC portable reste plus transportable. Mais c'est seulement dans les cas où j'ai pas trop le choix, où je vais pas forcément enregistrer du son, c'est juste pour travailler. Là, j'utilise oui un PC portable. Mais quand je dois enregistrer du son, ce gars-là, surtout si je pars un petit moment, il est juste parfait. Dans tous les cas, voilà. C'est tout pour cet aparté sur les PC Mini TX, qui est clairement mon dada. J'adore ça. Et je compte faire plus de contenu en 2026 là-dessus, même si voilà, c'est pas la meilleure année pour faire des PC. Je continuerai de parler de mon amour pour les PC très compacts. Et du coup, je ferai certainement l'upgrade, comme j'ai dit, avec la plaque en fibre de carbone. Faut que je regarde ça par contre. On peut acheter des plaques toutes faites. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et juste creuser des trous dedans. Je sais que je dois utiliser, par contre, je dois faire très attention. La poussière de fibre de carbone est très dangereuse pour les poumons parce qu'elle est très fine. Un petit peu comme l'amiante d'ailleurs, donc ma foi, il y a peut-être des similarités. Mais du coup, oui, je ferai attention pour ceux qui se demandent. Je sais très bien que c'est très dangereux. Il faut utiliser, voilà, il faut aspirer la poussière et surtout essayer d'avoir des masques pour ne pas respirer cette poussière. J'en suis conscient pour éviter justement un problème de santé ou autre chose qu'on va éviter. Ce serait dommage d'avoir des problèmes de santé juste parce que je voulais un PC plus léger. Ce serait même très dommage. Mais je ferai quelque chose. Il faut aussi que je m'achète une Dremel pour couper. Une Dremel serait suffisante, je pense, pour couper de la fibre de carbone avec une tête en diamant ou autre chose. S'il y a des gens qui ont des conseils sur comment idéalement bien couper la fibre de carbone, voilà, de manière cheap, parce que j'ai pas envie d'acheter tout un setup qui coûte hyper cher. J'ai envie de quelque chose de DIY cheap. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça ferait plaisir. Et comme ça me permettrait de peut-être même remplacer plusieurs panneaux en acier de ce PC transportable, j'allais dire plutôt,
par justement de la fibre de carbone, ce qui me permettrait d'économiser en poids et surtout augmenter même techniquement, dans certains cas, la résistance de ce PC, ce qui serait pas plus mal. Aussi rajouter de la ventilation. La plaque avant, notamment, est toute fermée, donc ça me permettrait de mettre quelques sorties d'air, ça ferait pas de mal à mon avis, tout pour la carte graphique. Donc voilà, bref, dans tous les cas, c'est tout pour les PC magnétiques. Et du coup, c'est aussi tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous êtes sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, que ce soit, je rappelle maintenant, c'est disponible Spotify, Apple Podcast, Deezer et même Amazon Music, qui était vraiment chiant à faire un compte là-dessus, je peux vous le dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner justement, parce que je me suis fait chier à faire un. Je ne sais pas pourquoi Amazon est aussi compliqué des fois, mais voilà, c'était la plateforme la plus complexe. Apple Podcast, c'était hyper simple. Deezer, ça allait. Mais Amazon Music, j'avais des erreurs à chaque fois que j'essayais de créer le truc. Mais enfin bref, c'est disponible. Laissez 5 étoiles si vous avez aimé. Et on se retrouvera pour un prochain Texama Show. Ciao, ciao.